Bonjour à tous. Donc, je remercie les présidents, le professeur Lowe, le professeur Gaillard et le professeur Krebs de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui. Je suis très honorée et un petit peu impressionnée. Donc, moi, je vais vous parler donc, de l'accès aux soins, mais plus particulièrement dans notre centre de détection et d'intervention précoce ici à Paris, à Sainte-Anne, juste quelques marches plus haut au rez-de-jardin, qui est le CEJAD, donc le centre d'évaluation pour les jeunes adultes et les adolescents. Je crois qu'on l'a bien compris avec l'intervention du professeur Joubert, l'accès aux soins est un processus donc très complexe qui dépend de multiples facteurs. On peut voir donc sur cette image à gauche les facteurs qui sont plutôt individuels pour les patients, comme le niveau de connaissance que le patient a de la santé mentale, le vécu qu'il éprouve de ses difficultés, l'intensité des symptômes qu'il présente. À droite, on a plutôt les facteurs structurels qui dépendent du milieu dans lequel il évolue, l'offre de soins qui est disponible, les liens entre les professionnels, par exemple entre les psychiatres et les médecins généralistes, mais aussi entre les professionnels du milieu scolaire et le monde médical. Le système de paiement qui est mis en place et les trajectoires de soins qui sont définies, tout ça sont des facteurs qui influencent la façon dont les jeunes accèdent aux soins, avec voilà, un peu entre les facteurs individuels et les facteurs structurels, la stigmatisation, donc comme l'a dit le professeur Joubert, qui a influencé extrêmement la façon dont les jeunes accèdent aux soins. Alors, quels sont les enjeux de l'accès aux soins Alors d'abord, la DUP, donc la Duration of Untreated Psychosis, ou la durée de psychose non traitée, je pense que c'est un concept avec lequel la plupart des gens ici sont familiers. Il y a vraiment de nombreuses études, dont une revue donc, de Pentila parue en 2014, une revue qui reprend 39 études, qui montre qu'il y a une corrélation nette entre une durée de psychose non traitée longue et un mauvais pronostic, sur le plan des symptômes positifs, négatifs, mais aussi du fonctionnement social et du pronostic en général. Une autre étude, qui est cette fois prospective, sur 12 ans, a retrouvé des résultats en montrant que plus la DUP était courte, meilleur était le pronostic. Alors, on se pose la question de qu'est-ce qu'il en est finalement pour les prodromes de psychose. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que plus la durée de risque non traité est longue, moins bon est le pronostic? Donc, il y a moins d'études que pour la DUP, mais il y en a quand même, dont une étude parue dans Schizophrénie Recherche en 2013. C'est une étude qui est basée sur les données de la cohorte européenne EPOS, donc dans 4 pays européens. Et cette étude montre que le délai moyen entre l'apparition des premiers symptômes prodromiques chez les patients et la première demande d'aide est en moyenne de 72 semaines. Et ensuite, entre cette première demande d'aide et l'accès aux soins spécialisés, il y a un délai de 110 semaines. Donc si on ajoute 72 plus 110, ça fait au total une durée de 3 ans et demi pendant lequel ce risque de psychose n'est pas traité. Et dans cette étude, il montre que les patients donc prodromiques qui effectivement vont transiter vers la psychose sont ceux qui avaient mis le plus de temps à accéder aux soins. Une autre étude d'Allen dans Schizophrénia Bulletin l'année dernière montre que les sujets à risque qui évoluent le plus mal sur le plan du fonctionnement sont également ceux qui avaient mis le plus de temps à consulter. Donc on voit bien qu'il y a vraiment, que plus on laisse finalement traîner les prodromes, moins bon est le pronostic, d'où tout l'intérêt des centres de détection et d'intervention précoce, comme FETS à Berlin, PEP à Montréal, dont nous a parlé le professeur Joubert, Oasis, Opus, EPIC, ou alors à Paris, le CEJAD. Voilà. Donc, le CEJAD accueille des jeunes de 15 à 30 ans qui présentent des difficultés de fonctionnement. C'est un des critères essentiels pour venir y consulter et qui sont demandeurs d'aide. Les patients qui arrivent sont évalués grâce à l'échelle de la CARMS. Donc, la CARMS, c'est une échelle qui permet d'identifier ces patients à risque de psychose. C'est une échelle qui a été élaborée en Australie par McGorry en 1994 et qui a été traduite en français par Marie-Odile Krebs. Donc voilà, ces patients sont évalués grâce à cette échelle. On leur propose des thérapies, soit individuelles ou de groupe, et ils sont impliqués dans des programmes de recherche, comme le protocole ICAR, donc qui vient de se terminer ici et dont sont issues les données que je vais vous présenter.
Donc, le protocole ICAR, c'est une étude multicentrique, longitudinale et prospective, dont l'objectif principal était d'évaluer l'influence du cannabis sur l'évolution symptomatique d'une population d'adolescents présentant une symptomatologie psychiatrique atténuée. 330 patients ont été inclus. Alors, qui sont ces patients ? Donc, il y a 66,4% de garçons, donc vraiment beaucoup plus de garçons que de filles. C'est un chiffre qui peut interpeller. On sait que pour la schizophrénie, il y a un risque relatif pour le garçon de 1,4. C'est quelque chose qui est bien connu. Pour les à risque, c'est difficile à évaluer parce que la population à risque, c'est une population de gens qui sont help seekers, qui sont demandeurs d'aide. Et du coup, on ne peut pas vraiment estimer dans la population générale quel est le sexe ratio. Mais une étude s'est penchée sur la question, une revue de Barajas, qui montre des résultats non concordants. Certaines études montrent que parmi les à risque, les garçons transitent plus vers la psychose, d'autres que non. Concernant l'âge, donc les patients ont entre 15 et 30 ans, puisque ce sont les critères d'inclusion, évidemment, avec un maximum autour de 19 ans et une moyenne et une médiane autour de 20 ans. Alors voilà comment se répartissent les patients donc, à la CARMS. Il y a environ 54% des patients qui sortent à risque, 15% de patients qui sont psychotiques lorsqu'ils arrivent et 30% qui sortent comme non à risque. Alors qui sont ces non à risque ? On voit que c'est pour beaucoup des jeunes qui présentent une symptomatologie anxio-dépressive, mais aussi des TOC. Alors, on va regarder d'un peu plus près cette population. Donc voilà, l'âge, on en a parlé, c'est vraiment autour de 20 ans dans les 3 catégories à risque, psychotique et non à risque. Pour le sexe, on retrouve donc qu'il y a beaucoup plus de garçons chez les psychotiques. Donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Ces jeunes sont en grande majorité célibataires et vivent chez leurs parents. Ce qu'on constate, c'est que dans notre échantillon, les patients dont la langue maternelle n'est pas le français avaient plus de chances d'être psychotiques. Alors ça rejoint les données dans la littérature qui montrent que l'immigration est un facteur de risque de psychose. C'est des données, les données sur ethniques, etc., sont très réglementées en France et c'est difficile de recueillir ces informations. Donc on doit passer par exemple par le biais de la question de la langue maternelle. Il y a le docteur Sibeoni qui travaille en psychiatrie transculturelle nous disait qu'il y a même certaines études en France qui se basent sur la consonance du nom de famille pour estimer quelles sont les origines des patients. Donc, il y a une étude de Cantor-Gray qui montre qu'il y a un risque relatif de 2,7 pour les migrants de première génération et de 4,5 pour les migrants de seconde génération. Concernant le cannabis, donc, il y a environ un tiers des patients qui fument, quelle que soit la catégorie à risque, psychotique ou non à risque. Et les patients psychotiques avaient plus d'antécédents familiaux, ce qui, là encore, est connu dans la littérature. Alors, on va s'intéresser un petit peu à la scolarité de ces jeunes. 62% des jeunes qui arrivent au CEJAD ont redoublé, au moins une fois. Donc, il y a quand même un retentissement important. On remarque que les patients psychotiques il y en a un quart qui ont redoublé dès l'école primaire, alors que chez les patients à risque et non à risque, c'est plutôt autour de 9 ou 13, donc c'est quand même beaucoup moins. Qu'au niveau des mois travaillés ou étudiés pendant la dernière année, les psychotiques ont un retentissement bien plus important que les autres, mais finalement tous sont en grande souffrance et leur niveau de fonctionnement scolaire est altéré. On remarque aussi qu'il y a peu de patients psychotiques qui atteignent un niveau maîtrise. D'où l'intérêt donc, des structures comme le relais étudiant du docteur Monchablon, dont je crois que Catherine Bréban va nous parler juste après, qui permettent une articulation entre le milieu scolaire et les soins psychiatriques.
Alors, cette diapo pour montrer qu'au CHU, on a un échantillon qui n'est pas forcément représentatif, puisqu'on a vraiment plus de 60% des patients qui sont des enfants de cadres. On a vraiment des catégories socio-économiques qui sont favorisées, sans doute dû au recrutement du service, de la valence universitaire du service, mais aussi au fait que tout simplement on se situe dans le 14e, dans une région de Paris qui est plutôt favorisée. Alors ça, c'est la même slide que tout à l'heure. Donc pourquoi viennent ces patients? Donc voilà, je vous rappelle que les non-à-risque souffrent beaucoup de symptômes anxio-dépressifs. On va regarder maintenant les comorbidités des patients qui sont identifiés comme à risque, car les patients à risque ne sont pas tous à risque pur, entre guillemets. Là, dans les patients qui arrivent, il y en a 16% qui étaient uniquement à risque, mais 15% qui se présentaient aussi une dépression, 14% un tableau anxio-dépressif, 10% d'anxieux. On retrouve aussi des troubles de la personnalité, des abus de substances. Alors ça, c'est un graphique donc, qui vous montre les 27 items de la CARMS, donc cette échelle dont je vous parlais tout à l'heure. Donc la CARMS, c'est pour Comprehensive Assessment of At-Risk Mental State, donc évaluation compréhensive des états mentaux à risque. C'est une échelle qui comprend 27 items qui sont tous écrits en bas. 27 items qui sont découpés en 7 grandes catégories. Les symptômes positifs, les symptômes cognitifs, les symptômes émotionnels, les symptômes négatifs, les symptômes comportementaux, physiques, et puis les symptômes plus de psychopathologie générale. Donc pour chacun de ces items, la CARMS, c'est une échelle qui est assez longue à passer, qui fait une 40aine de pages. Pour chacun de ces items, on cote la fréquence et l'intensité grâce à des questions bien précises. Et l'état mental à risque est défini seulement sur les 4 premiers items, qui sont donc les symptômes positifs, les troubles du contenu de la pensée, les idées non bizarres, les anomalies de la perception et le discours désorganisé. Donc là, évidemment, puisque ce sont sur ces 4 critères que sont différenciés les 3 groupes, on a les psychotiques en rouge au-dessus, les à risque en bleu entre les deux et les non à risque en bas. Donc évidemment, voilà, les psychotiques ont plus de symptômes positifs que les à risque et que les non à risque, mais on voit que sur le plan des symptômes dépressifs, anxieux, les courbes ont plus tendance à devenir quasiment superposables. Alors, qui nous adresse les patients ici au CEJAD 36% des patients arrivent directement, beaucoup par Internet. Si on tape, moi j'ai essayé, si on tape sur Google consultation jeune Sainte-Anne, on arrive sur la page avec les coordonnées du CEJAD. 23% des jeunes sont adressés par un psychiatre. 13% arrivent via les urgences. Donc ici, c'est beaucoup l'hôpital européen Georges Pompidou, un peu Saint-Joseph et un petit peu le CPOA, donc les urgences psychiatriques ici à Sainte-Anne. 8% des patients sont adressés par leur médecin généraliste. C'est peu, hein, c'est pas beaucoup. Il y a une étude de Viviane Coves, donc, qui est psychiatre et épidémiologiste, qui montre que la France, c'est une étude européenne, et qui montre que la France a le pire taux d'adressage entre médecins généralistes et psychiatres, d'où des efforts récents. Il y a même des recommandations de l'HAS sur comment les psychiatres et les médecins généralistes devaient échanger entre eux. 7% arrivent adressés par leur psychologue. 6% par contact, c'est-à-dire ils connaissaient un jeune qui avait été soigné ici, ou alors ils connaissaient un professionnel du service. 5% arrivent donc via le relais étudiant dont Catherine Brément va nous parler tout à l'heure. Et 2 patients sont arrivés via la justice pour injonction de soins après détention de stupéfiants. Voilà, ça c'est l'étude de Viviane Coves qui montre que le taux d'adressage faible en France entre les médecins généralistes et les psychiatres. Alors, qui les patients ont-ils vu avant d'arriver au CEJAD ? 95% des patients ont déjà vu un psychiatre, dont 100% des psychotiques. 42% ont déjà vu un généraliste pour parler de leurs problèmes psychologiques, hein, bien entendu. 85% ont déjà vu un psychologue, ce qui m'a semblé beaucoup, moi. Et puis quand même 20% des patients qui ont vu d'autres professionnels, certains auxquels on s'attend comme les orthophonistes, d'autres auxquels on s'attend moins comme les énergéticiennes ou les kinésiologues. Alors on s'est intéressé un petit peu à la psychothérapie. 53% des patients disent avoir fait une psychothérapie.
donc toutes formes de psychothérapie confondues. Les chiffres sont à peu près équivalents selon les 3 groupes de patients. Ce qu'on a constaté, c'était que les filles avaient largement plus tendance à faire des psychothérapies que les garçons. Donc il y a sans doute plusieurs raisons à cela, mais c'est vrai que ce qu'on a constaté avec le docteur Bourgin dans un documentaire qu'on a fait auprès d'adolescents sur la représentation de la psychiatrie, c'est que les filles, ça les intéresse, la psychiatrie, ça leur parle, la psychologie, alors que les garçons sont un petit peu plus réticents à en parler. Au niveau des hospitalisations, plus d'un tiers des patients ont été hospitalisés, donc c'est quand même des jeunes qui sont vraiment en souffrance. Alors, l'âge de la première consultation pour difficultés psychologiques. Voilà une histogramme qu'on obtient. Donc, on remarque qu'il y a vraiment 2 vagues. Il y a des jeunes qui consultent pour la première fois autour de 7-8 ans. Et puis, il y a un autre groupe de patients qui consultent plutôt pour la première fois autour de 17-18 ans. Donc, on s'est intéressé à voir finalement quelles étaient les différences entre ces deux groupes de patients. Donc, ce qu'on a retrouvé, c'est que les patients... Donc, on a coupé à 13 ans. Que les patients qui consultent avant 13 ans sont des patients qui ont un score plus élevé à l'échelle DTD, qui est l'échelle de la détection des troubles du développement. Donc, une échelle où on pose la question... C'est une échelle remplie par les parents. On dit, est-ce que votre enfant, quand il était petit, il était très isolé dans la cour de récréation? Est-ce qu'il récitait des listes de chiffres astronomiques, etc. Est-ce qu'il avait des intérêts restreints? Donc, effectivement, ce qui n'est pas très surprenant, c'est les patients qui consultent tôt sont a priori ceux qui sont plutôt dans une histoire développementale. On remarque que ceux qui consultent plus tard ont tendance à être plus déprimés, plus anxieux, plus isolés, plus anédoniques. On imagine bien qu'être très isolé, seul chez soi et n'avoir envie de rien est un frein à aller consulter. Alors, toujours concernant l'âge de la première consultation, donc les filles consultent un petit peu plus tôt que les garçons. C'est pas significatif. Et puis c'est vrai que pour être rigoureux, il faudrait comparer cet âge de première consultation à l'âge d'apparition des premiers symptômes. C'est des données qu'on est en train de recueillir, des données qui sont très compliquées à recueillir, car l'âge de début des symptômes, c'est finalement quelque chose de très très subjectif, selon qu'on pose la question déjà aux parents ou aux jeunes, selon qu'on s'intéresse seulement aux symptômes positifs ou à des symptômes plus généraux. Mais en tout cas, ce qui est retrouvé dans la littérature, c'est que les symptômes apparaissent généralement plus tôt chez les garçons que chez les filles. Et là, comme les filles consultent plus tôt que les garçons, il y a quand même de grandes chances que les filles, finalement, mettent moins de temps à les consulter que les garçons. Les patients qui fument du cannabis consultent un petit peu plus tôt que les autres. Il n'y a pas de différence significative, mais probablement que le cannabis, il y a un effet trigger du cannabis qui déclenche finalement plus tôt les symptômes psychotiques que peut-être les patients qui n'auraient pas fumé. Concernant la langue maternelle, on retrouve là encore que les patients dont la langue maternelle n'est pas le français consultent beaucoup plus tard que les autres. Sans doute une des raisons qui explique ça, sont rapportées dans cette étude du British Journal de Psychiatrie en 2004 qui a comparé dans 4 différents groupes ethniques les modèles explicatifs rapportés de la schizophrénie. Donc c'est une étude qui a été faite à la fois chez des personnes donc, de couleur blanche, des personnes du Bangladesh, des personnes de couleur noire des Caraïbes et des personnes de couleur noire d'Afrique. Et ils demandaient à ces 4 différentes populations comment ils expliquaient les symptômes de schizophrénie. Et puis dans la population de couleur blanche rapportait beaucoup plus souvent que les autres des causes médicales, biologiques, neurobiologiques, que dans les autres groupes où on parlait plus souvent de causes sociales ou de causes surnaturelles. Donc on imagine bien que quand on ne pense pas que ça puisse être lié à des conditions, à une maladie biologique, il y a moins de raisons de se rendre voir un médecin à l'hôpital. Encore une fois, on retrouve un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a une corrélation très importante entre l'âge des premières difficultés scolaires et l'âge de la première consultation. Alors, on va regarder un petit peu quel traitement ces jeunes ont eu avant d'arriver ici. 70% des jeunes ont eu un traitement psychotrope quand ils arrivent ici. Généralement autour de 18 ans et demi, un petit peu plus tôt chez les patients psychotiques.
Au total, 16% ont eu des antipsychotiques. Alors là, c'est tout antipsychotiques confondus. On a regardé en notant le tertian et le largactyle qui sont donnés dans des indications souvent un peu différentes, plus à visée sédative. On reste à 9% chez les à risque et 10% chez les non à risque. Je vous rappelle que aujourd'hui, ce qui est préconisé chez la population à risque, c'est donc de traiter ce qu'on voit. Donc, si on a un patient prodromique qui est déprimé, on peut lui donner des antidépresseurs. S'il est anxieux, des anxiolytiques, etc. La TCC est recommandée. Les oméga-3 également, mais qu'à ce jour, les antipsychotiques n'ont pas montré leur efficacité chez les patients prodromiques, voire certaines études ont montré même plutôt un effet délétère ou accélérateur de transition. Voilà, ça c'est juste pour s'intéresser un petit peu aux habitudes de prescription. Le Risperdal est assez largement l'antipsychotique le plus prescrit. Suivi ensuite, alors voilà, le tertian c'est un petit peu à part, mais par le Zyprexa et la Abilify. Concernant les antidépresseurs, ceux qui arrivent en tête sont le Séroplex, le Zoloft, le Deroxate et l'Effexor, loin devant les autres. Et puis concernant les anxiolytiques, le Xanax est en tête. Et le Xanax, enfin, donc il y a l'Atarax qui n'est pas une benzodiazépine, et ensuite dans les benzodiazépines, il y a le Xanax et le Lexomil, donc plutôt à demi-vie courte, et d'autres à demi-vie plus longue, comme le Lysanxia ou le Valium. Voilà, donc en conclusion, je crois que l'objectif de cette présentation, c'est de vous montrer que l'accès aux soins, c'est voilà, un processus extrêmement complexe, que dans la trajectoire des patients, il y a finalement 3 phases. Il y a la phase de help seeking, qui est la phase de reconnaître qu'il y a un problème et demander de l'aide. Cette phase donc, qui dépend de plusieurs facteurs. Ensuite, il y a la phase de referral, la phase d'adressage. Comment les personnes arrivent à se frayer un chemin à partir du moment où ils demandent de l'aide, comment ils arrivent jusqu'à la consultation spécialisée. C'est tout un parcours souvent sinueux qui est vraiment rapporté comme les familles comme compliqué. Ils ne savent pas forcément où chercher de l'aide. Donc l'accès aux soins, finalement, c'est ces 2 premières phases. Mais l'accès aux soins, ce n'est pas tout. Après, il y a vraiment l'engagement dans les soins qu'a mentionné le professeur Joubert. Il y a une étude en Suisse de Bonsack qui montrait que 50% des jeunes qui sont hospitalisés pour un premier épisode psychotique échappent ensuite complètement aux soins. Donc l'accès aux soins, bien sûr, c'est une première étape qui est absolument nécessaire, mais c'est pas suffisant. Il y a vraiment, c'est un travail de tout le temps. D'où l'intérêt, je pense, d'informer les gens, à la fois les patients, leurs familles, mais aussi le grand public, les professionnels à la fois de santé, les médecins généralistes, même les psychiatres qui ne sont pas forcément formés à la symptomatologie subtile de l'état mental à risque. Et voilà, donc d'où l'intérêt des semaines d'information de la santé mentale en ce moment ou de journées comme celle-ci. Voilà.